babysitting à la maison. Eh oui, ma femme a fait un sale coup. Heureusement qu'il y a Internet, ça va me permettre d'assister à certaines conférences. Oh, désolé, je suis encore en pyjama. Allez, bonne journée, bon forum. Et je passe la parole à la marraine du forum, Madame Narges Mérimi. Merci, Michel. Alors, comme vous voyez, c'est M. Michel, il s'est présenté déjà. Et on ne va plus dire la mascotte du forum, mais c'est l'avatar, puisqu'on parle de la formation à distance. C'est l'avatar du forum. Alors, il va nous accompagner les prochaines éditions aussi. Et voilà, alors c'est grâce à notre partenaire, c'est Tutseloine qui a préparé. Alors, c'est M. Enis Zali. Alors, c'est lui qui a concocté ce personnage. Et on a voulu faire alors ce livre qui donne le mot de bienvenue. Par contre, moi aussi, j'ai quelques mots à dire. Alors, mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser ce matin pour vous souhaiter cordialement la bienvenue à l'occasion de la 3e édition du Forum e-learning Tunisie. Cet événement constitue une plateforme de rencontres du secteur public, du monde de l'entreprise, des institutions académiques, mais aussi des étudiants, autour du thème fédérateur, redéfinir la formation à la technologie d'aujourd'hui. Alors on a choisi ce thème parce que tout le monde a remarqué que la majorité des gens ils sont connectés maintenant partout où ils vont, avec leur mobile, avec leur smartphone, avec leur tablette, et le mode d'apprentissage a changé, il est devenu nomade. Tout le monde alors porte son compagnon numérique dans sa poche et évidemment il peut faire sa formation où il veut, quand il veut et comme il veut. Alors je tiens à remercier aussi particulièrement Monsieur Hossem, c'est le directeur du pôle Razela qui a bien voulu accueillir le forum cette édition au Technoparc Razela, et aussi je voulais remercier les techniciens qui ont veillé à préparer et à organiser tout ça. Je voulais aussi remercier mes partenaires nationaux et internationaux qui sont venus aussi d'autres pays. Je voulais aussi remercier aussi nos conférenciers, vous aussi pour être là, pour nous présenter leur savoir-faire, etc. Et je vous dis à la fin, bon forum. Merci. Normalement maintenant, il y a une chose avant de commencer le panel, c'est que normalement, il y aura M. Gilles Babinette, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le champion numérique digital qui représente le numérique à l'Union européenne, qui n'est pas venu, mais il nous a envoyé un message. Bonjour, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous. J'aurais beaucoup aimé pouvoir partager vos réflexions. Par ailleurs, je me passionne pour les enjeux de l'Afrique, du numérique et en particulier du Maghreb. Et puis, je crois comprendre que vous avez décidé cette année d'axer vos réflexions sur l'enjeu de la formation, et qui est un enjeu qui me passionne particulièrement. Je voudrais vous faire part de quelques observations qui me semblent importantes à cet égard. La première, c'est que, comme vous le savez, la Tunisie est un pays qui bénéficie d'un niveau de formation qui est inégalé dans la région. Et je pense que c'est un atout qui se confirmera dans les années à venir. On rentre dans la société de la connaissance, et c'est évident que c'est un grand avantage pour nous. La deuxième, c'est que je pense qu'on rentre également dans une ère où la formation tout au long de la vie va devenir déterminante. Et je pense que les systèmes de formation qui permettent de faire ça n'ont pas encore été inventés. Je crois que c'est une réflexion qu'il faut avoir, et je vous invite à y réfléchir, et je pense que c'est important. Et puis, le troisième axe qui me semble également important, c'est d'évoquer la nécessité de commencer à rentrer dans des systèmes de formation qui sont différents de ce qu'on a connu, qui sont plus orientés sur des méthodes agiles, sur la multidisciplinarité
pluridisciplinarité et d'une façon générale sur des approches qui sont liées à l'expérience utilisateur, à la user experience. Je pense que ce sont les formations qui sont les formations du futur. Et il me semble que la Tunisie s'est illustrée jusqu'à présent dans des formations assez techniques, des écoles qui délivrent des formations qui sont de très très haut niveau. Ces notions-là, c'est des notions qu'il faut que vous arriviez à traiter de façon intéressante. Et puis au-delà de ça, et d'une façon plus générale, le commentaire que je ferai, c'est de dire qu'on rentre dans une ère où la localisation de la formation est moins importante. Auparavant, si on voulait apprendre un certain nombre de compétences pointues, comme l'intelligence artificielle par exemple, il y avait que quelques endroits dans le monde où on était obligé d'aller. Maintenant, avec les MOOC, avec ces nouveaux systèmes, on peut plus facilement ne pas se déplacer finalement et être en contact avec des experts de très très bon niveau. Je pense que vous avez déjà une base et à partir de cette base, il faudra construire différemment en prenant en compte ces nouvelles dynamiques et je pense que chacun va essayer de se spécifier dans les domaines qui l'intéressent et essayer d'avoir une maîtrise qui est une maîtrise métier, mais au-delà de ça, une maîtrise pluridisciplinaire, et que c'est à ce prix que vous créerez finalement la Tunisie numérique de demain. Et je suis certain que c'est un challenge que vous êtes tout à fait à même de relever, et c'est le souhait que je formule pour la Tunisie et en général dans le cadre des travaux que vous allez mener au travers de cette conférence. Je vous souhaite une excellente conférence et j'espère pouvoir être parmi vous bientôt à la prochaine conférence l'année prochaine. Bonjour tout le monde. C'est toujours avec un grand plaisir que j'assiste et que je participe au forum e-learning. C'est le troisième forum de soutien dans une période qui n'est pas toujours facile. Je dois rendre hommage à Nargis, que personnellement j'appelle Nargis, Madame e-learning. Quand elle m'appelle, je réponds tout de suite, bonjour Madame e-learning, ça va? C'est vrai qu'elle est vraiment une militante pour l'e-learning et il y a de quoi. C'est un domaine qui aujourd'hui est très important pour engager dans tout un tas de processus, que ce soit dans la formation tout au long de la vie ou bien même au niveau de la rénovation des méthodes pédagogiques au niveau de l'université et tout ce qui est apprentissage. L'université ou dans l'entreprise. Effectivement, c'est sur ce thème-là que nous allons aujourd'hui dans ce panel, en première partie, avec des panélistes d'horizons divers. D'abord, Madame Inès Chou, qui vient d'écouter la représentante de Monsieur le ministre, Philippe Jlas, qui s'est excusé. Vous savez, c'est une période assez chaude, sur tous les plans, climatiques et autres. Donc il y a une mobilisation assez forte et les excuses ne peuvent pas être là, mais elle a désigné Mme Inès Chou, qui est elle-même spécialiste au niveau de l'université de Cergy-Pontoise, qui est conseillère du ministre dans le domaine du numérique. Monsieur Gilles Delabloumi, professeur Gilles Delabloumi, président de l'UPT, qui aussi a une responsabilité assez importante dans ce domaine de la formation à distance, sur deux plans, que ce soit au niveau où on soutient des universités tunisiennes avec cette mission, et aussi dans le développement et l'offre de diplômes de formation à distance en Tunisie. Ainsi, Karim Mahrez, qui est président de la Chambre des sociétés de services dans la fédération TIC avec KICA, donc il représente le monde, le secteur professionnel. Donc là, ils ont aussi des attentes, des besoins. Il va aussi parler aussi de son expérience et de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il attend de ces techniques, de ces technologies pour propulser le secteur d'éthique, pour l'accompagner dans
son évolution, surtout qu'on verra bien à travers le mot de Inès que dans le cadre du plan national stratégique, on compte beaucoup sur ce secteur dans le cadre du développement économique et social du pays. Monsieur Dany Bouchard, directeur de IBM, vient du monde de l'entreprise, donc il va essayer de nous parler sur deux plans. Il y a un plan qui, souvent, on ne parle pas beaucoup, c'est comment gérer tous ces systèmes e-learning dans l'entreprise. L'expérience d'une petite entreprise IBM, n'est-ce pas? Il va nous en parler, comment ils abordent ce sujet et quelles sont leurs expériences. Je pense qu'il est important dans ce panel, c'est que chacun d'entre nous, panélistes, a une expérience, un vécu. Donc, il faudrait qu'ils puissent transmettre un peu les leçons apprises, je dirais, par rapport à ces expériences. C'est le terrain qui est important dans ce domaine, parce qu'il y a beaucoup d'idées, on parle de tout. J'ai bien apprécié ce qu'a dit Nafs, on va apprendre partout avec le mobile, avec ceci. C'est facile à dire, mais la réalité, c'est quoi la réalité et comment s'y prendre? Je pense que c'est là la difficulté souvent de ce genre de domaine où on s'enflamme, comme on s'est enflammé pour le MOOC, on s'enflamme encore pour les MOOC. Mais là, comment construire une démarche pour réellement être efficace et efficient, je pense que c'est là l'enjeu de cette discussion qui devrait être libre. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences, ont des idées, comment avancer. Bon, là, on a un peu limité la technologie dans l'usage du e-learning, c'est-à-dire les ICE, mais la technologie est plus vaste que cet outil-là. Et aujourd'hui, le numérique, on élargit plus sur le numérique est en train de transformer l'enseignement, et aussi il y a beaucoup d'outils dans le numérique qui permettent l'accès à des technologies de fabrication. Donc là aussi, ces éléments-là, on peut mettre la main dans la table de la fabrication grâce au numérique pour rendre promouvoir les capacités des gens à produire, à fabriquer, à produire. Je pense que le numérique maintenant est une chance. Nous allons voir comment, dans ce panel, on peut appréhender cette question. Donc, je vais tout de suite passer la parole à la sœur Inès Chouk pour son mot, Monsieur le ministre, et puis elle va pouvoir, puisqu'elle est la première dans le panel, engager les discussions dans le panel. Donc, là, le format, le panel, vous connaissez tous, on va prendre un peu chacun la parole. Et on vous demandera de contribuer par des questions ou même des propositions. Je pense que là, votre expérience, et de toute façon, c'est là, bien sûr, pourra intervenir à tout moment avec son expérience à elle de marathonienne de e-learning. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Sylvain Cameron, donc Monsieur le ministre vous présente ses excuses. Il aurait beaucoup aimé être parmi nous aujourd'hui pour cette 3e édition du forum e-learning. Il est en fait en conseil de ministre ce matin, donc c'est la raison pour laquelle il n'a malheureusement pas pu être là. Alors je tiens à dire que je suis heureuse de participer à cet événement à double titre, évidemment en tant que conseillère de Stafford Class en charge du numérique, de l'enseignement numérique, mais aussi, comme l'a rappelé Sylvain Cameron, parce que dans l'université dans laquelle je suis, on a déjà mené une expérimentation et on peut faire un retour là-dessus tout à l'heure. Alors, comme vous le savez, la Tunisie est face à énormément de défis aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, des défis politiques, des défis économiques. Mais je pense que l'utilisation d'éthique au niveau de la formation est un défi aussi à relever. Et dans ce sens-là, je souhaiterais vraiment remercier Madame Nargis Mimi et toute l'équipe organisatrice pour cet événement, parce que c'est un cadre d'échange, un cadre de réflexion
un cadre de partage, mais aussi un cadre de mise en relation des différents acteurs de l'écosystème. Donc, merci pour cet événement et pour avoir échangé avec Naz, je sais très bien l'investissement, les dynamismes qu'elle peut amener à cette problématique qui est très importante, qui est la formation et la formation en e-learning en particulier. Je souhaiterais dire aussi que l'éthique, on est sur plusieurs types de formation. Quand on parle d'éthique, il y a la formation initiale, vous connaissez tous, au niveau des étudiants, des élèves, etc. Il y a la formation continue, on oublie souvent, mais c'est très très important. Il y a aussi la formation tout au long de la vie. Gilles Babinet l'a rappelé tout à l'heure. Et c'est vraiment très très important et on va essayer en Tunisie en tout cas de mettre en place et d'aller dans ce sens-là. Avant de continuer, je souhaiterais aussi souligner 2 points en termes d'action du ministère dans le cadre de cette problématique de la formation et des TIC. La première étant la mise en place d'un plan stratégique national qui s'appelle Tunisie Digital 2018 et qui prévoit le développement d'éthique dans plusieurs domaines et qui a fixé beaucoup d'orientations stratégiques, mais je vais reprendre l'orientation stratégique qui nous semble la plus importante et la plus pertinente aujourd'hui, qui est le développement de la culture numérique. Le mot culture, à mon avis, est vraiment fort de sens. Qui dit culture, dit formation, dit besoin de temps. Et donc cette culture numérique, on va essayer de la développer en Tunisie par les usages. Les usages, c'est quoi? C'est par l'éducation, utiliser un MOOC, utiliser le e-learning, ça peut être aussi par rapport à l'administration, donc beaucoup d'autres domaines dans lesquels la technologie est très importante en termes d'usage. Donc ça, c'est le premier élément que j'avais souhaité souligner. Le deuxième élément est, c'est important de parler de formation et de technologie, mais comme vous le savez, je pense que vous partagez avec moi cette réflexion, il est important de commencer dès l'école primaire, dès l'école élémentaire, dès les premières années de l'apprentissage. Et dans ce cadre-là, je souhaiterais vous dire que, d'une part, il y a eu un accord qui a été signé le 13 octobre 2014, entre d'une part le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, la région scientifique et d'éthique, et d'autre part la Société Tunisie Télécom et Ericsson, pour mettre en place une solution éducative qui est basée sur le cloud computing et qui permettrait à 2 écoles primaires, l'une à Tunis et l'autre à Rouen, d'avoir accès à toutes les ressources pédagogiques et à des outils qui sont extrêmement innovants et extrêmement intéressants. Ça permettrait aussi à ces écoles primaires d'être en contact avec toutes les écoles, enfin avec un réseau d'écoles dans le monde entier pour pouvoir justement partager des expériences. Dans ce cadre-là aussi, alors je disais 2 écoles primaires, mais c'est une phase pilote. Il faut savoir qu'on va ensuite tirer les enseignements et puis voir comment on peut généraliser cet accès-là à toutes les écoles primaires en Tunisie. Donc vraiment c'est un projet ambitieux, c'est un projet intéressant et au ministère on est vraiment conscient de l'importance des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir avancer. Et peut-être le 3e élément qui est vraiment le dossier chaud en ce moment, c'est le dossier de la réforme universitaire. La réforme, donc là on est en plein chantier de la réforme universitaire et justement, dans la réforme universitaire, on veut miser sur la pédagogie numérique, on veut sensibiliser les enseignants, mais aussi les étudiants à l'importance du numérique. Donc c'est vraiment important que ce soit au niveau de la formation des formateurs, mais aussi au niveau de la formation des étudiants. Aujourd'hui, acquérir des compétences numériques n'est plus un choix, c'est une nécessité, c'est une obligation. Donc à mon avis, il est important de repenser l'école de demain, il est important de repenser l'université de demain, parce que si aujourd'hui on ne commence pas à travailler, je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de retard par la suite. Donc vraiment, commencer dès maintenant à avoir une réflexion profonde sur notre système de formation. Donc je vais m'arrêter là et on peut rebondir sur peut-être des éléments un peu plus précis. Merci Inès. Donc, cette intervention. Je voudrais juste rajouter un petit mot.
conférence du plan national stratégique auquel j'ai pu contribuer pendant les journées à Corba, qui a pu associer donc, plusieurs ministères, les utilisateurs, la société civile et bien sûr un partenaire important médical, secteur. Et comme l'a dit Inès, les usages, je pense que on utilise beaucoup Facebook, mais maintenant il va falloir utiliser autre chose. C'est bien, Facebook, ça fait passer un peu de temps. Il va falloir que ce soit plus utile. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que c'est le moment de rebondir sur le fait que Facebook a permis une bonne pénétration des usages, d'aller vers des choses qui vont permettre au pays de progresser. Si j'ai les notes. شكرا سي فاروق. صباح الخير الناس الكل. Bonjour à tous. Donc, l'Université virtuelle de Tunis, comme vous le savez, ça a été créé depuis 12 ans, en 2002. Et la tâche ou la mission principale, c'était une service, une structure au service des autres établissements universitaires pour tout ce qui est formation à distance et numérique. On peut dire que maintenant, cette structure d'université virtuelle, c'est un modèle unique dans le monde. Je peux dire que c'est un modèle unique dans le monde. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, c'est une structure au service de toutes les universités tunisiennes. Et donc, c'est un dispositif intégré et c'est un réseau qui est composé par des directeurs des départements d'enseignement virtuel au niveau de chaque université, des correspondants et des référents dans toutes les universités et les établissements universitaires concernant tout ce qui est enseignement à distance et numérique. Et ceci permet donc la fédération des efforts et la mutualisation de toutes les ressources numériques. Ensuite, c'est une université à part. Lorsque je dis université à part, et donc elle est tutelle d'une seule institution, c'est l'institution, ce qu'on appelle l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue et des plateformes FIBAL. Et d'autre part, l'université fonctionne comme un établissement universitaire, donc elle a sa propre formation diplômante au niveau des licences et des masters. Donc vous voyez, donc, il y a 3 chapeaux pour l'Université virtuelle de Tunis, et donc c'est pour cela que je dis que c'est un modèle unique dans le monde. Les missions de cette université, il y a la mission pédagogique et la mission technique. Donc concernant la mission pédagogique, c'est assurer des formations non présentielles intégrales, assurer des formations donc intégrées. Je reviens sur la formation intégrée, c'est au niveau des modules. Donc il y a un certain nombre de modules dans les établissements universitaires qui sont obligatoirement enseignés à distance. L'objectif au départ, c'était d'assurer minimum 20% des modules présentiels à distance. Produire un contenu pédagogique numérique et innové. Maintenant, nous avons pratiquement 600 ressources numériques qui sont à la disposition des enseignants et des étudiants dans tous les établissements universitaires. Et bien sûr, donc, la formation des formateurs dans le domaine des TICE, et la formation des techniciens concernant donc la mise en place de toute l'infrastructure technologique. Pour la mission technique, bien sûr, diffuser le contenu numérique, mettre en place et gérer les plateformes. Chaque université maintenant a une plateforme technologique. Créer et développer des applications spécifiques à ce domaine de formation à distance. Donc voilà principalement les 2 missions donc, pédagogiques et techniques. Maintenant, quelles sont les réalisations de cette université? Donc, au niveau pédagogique, donc, ce sont 600 ressources pédagogiques produites et qui existent sur la plateforme de l'université. Ces ressources sont produites par des compétences nationales tunisiennes et donc sont à la propriété donc, de l'université virtuelle et sont à la disposition de tous les étudiants et les enseignants tunisiens. La formation diplômante, nous avons 8 masters dans des domaines innovants. Nous avons 4 licences et en tout 600 étudiants maintenant qui sont inscrits à l'université virtuelle
pour suivre ces formations diplômantes et c'est l'université qui délivre ce diplôme. La formation certifiante, certificat informatique Internet, c'est un certificat et donc nous avons 14 centres agréés à l'échelle nationale dans les universités tunisiennes et donc ces centres délivrent un certificat qui est reconnu à l'échelle internationale et c'est un certificat donc C2I informatique Internet niveau 1 et bientôt il y aura un certificat informatique niveau 2 pour les sciences techniques de l'ingénieur et pour les formations en médecine. De la même façon, on donne des enseignements transversaux généralisés à toutes les licences LMD en Tunisie. Donc, c'est ce qu'on appelle les modules donc, transversaux. Donc, l'anglais, l'entrepreneuriat, droit de l'homme, l'anglais. Et donc, il y a des modules qui sont obligatoires et donc, à toutes les formations, quelle que soit la spécialité au niveau de la licence. Et ces modules-là sont préparés par les compétences nationales et bien sûr coordonnées à l'échelle nationale par l'université virtuelle. Nous avons contribué à la formation d'une task force de formateurs, donc des référents dans le domaine des TSE, des référents en pédagogie numérique et des référents en pédagogie entrepreneuriale. Maintenant, concernant les réalisations au niveau technique, nous avons mis en place 231 centres d'accès dans les établissements universitaires, 52 centres de visioconférence, 15 centres de certification, 8 laboratoires de production numérique et un studio de tournage et de montage et bien sûr une solution média site. Donc vous voyez, principalement je passe donc sur les réalisations au niveau technique, sur les réalisations au niveau pédagogique. Maintenant, vous allez me dire donc maintenant, est-ce qu'il y a une stratégie à l'échelle nationale ou à l'échelle de l'UBT ou un plan stratégique concernant la formation à distance et concernant tout ce qui est numérique maintenant pour la Tunisie? Je dirais que la première étape, donc, nous avons pu mettre donc, en place tout ce qui est cette infrastructure donc, relative à la formation à distance à l'échelle nationale. Maintenant, notre prochaine étape, c'est de passer à l'accréditation dans ce domaine-là. C'est un domaine vierge. Nous n'avons pas encore des formations accréditées, tout ce qui est formation à distance. Nous n'avons pas encore mis en place les normes à l'échelle nationale concernant tout ce qui est formation à distance. Donc, Inch'Allah, la prochaine étape, c'est de mettre en place donc, tout ce qui est démarche qualité concernant la formation à distance à l'échelle nationale. Donc, voilà si vous avez aperçu une première présentation. Et donc, s'il y a des questions concernant tout ce qui est formation à distance à l'échelle des établissements ou des universités, donc je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Gilène. Je me rends compte que, même étant professeur universitaire, il y a beaucoup de choses dont on n'entend pas tellement parler. Pourtant, il y a des réalisations extrêmement importantes, une infrastructure énorme qui mérite d'être peut-être mieux connue par le milieu universitaire et par le grand public. Je passe tout de suite la parole à Karim Mahrez, qui va enchaîner sur le monde professionnel. Merci Cédric. Comme vous l'avez dit, moi je suis là en tant que représentant du secteur privé. Donc le secteur privé, c'est la création de valeur. Et la création de valeur va justement faire travailler tout ce qu'on va mettre en place pour l'apprentissage. Moi, je voudrais revenir sur la vision qui a été mise en place depuis la Révolution. Puisque depuis le début, le patronat, on a pris notre drapeau, comme on dit, pour aller voir tous les ministres et faire naître justement Tunisie Digitale. Parce que Tunisie Digitale est née à Tabarka en 2013. Ça a été suivi dans le séminaire de Korba la fin du mois de mai dernier. Et on a tenu bon à ce que le numérique ne soit pas victime des changements politiques et que le programme du numérique continue puisque les projets qui sont aujourd'hui dans Tunisie Digitale, en réalité, et c'est ce qu'on a dit à Sitaoufik Jlas il y a 2 jours,
en réalité, c'est des projets qui datent depuis plus de 10, voire 15 ans. Puisqu'on parle de e-santé, on parle de e-éducation, d'évolution, donc ce n'est pas de nouveaux projets. Donc de par ma position, moi je suis venu apprendre. Je suis venu voir comment on peut ramener le e-learning dans le monde de l'entreprise. Parce qu'on ne pourra pas conduire le changement dans les entreprises si on n'accompagne pas les gens qui travaillent dans ces entreprises à intégrer le monde du numérique. Alors si je reviens vers Tunisie Digital, nous, on a dès le début dit qu'il faut diviser en différents axes pour faire la différence. L'axe infrastructure, donc l'accès universel partout sur le territoire tunisien, en plus de tout ce qui est technologique, cloud computing, IPv6, etc. L'axe e-gov, où on mettra le citoyen au cœur du système pour lui apporter des services. L'axe e-business, qui comporte tout ce qui est paiement en ligne, payment, e-commerce, mais aussi le e-tourisme, la e-santé et tout ce qui tourne autour. L'axe innovation, l'axe usage, comme vous l'avez dit, qui avance bien aujourd'hui, parce que sans usage, on ne peut pas accompagner, mais l'axe aussi offshoring. Et il s'est passé quelque chose d'important, puisqu'on milite pour ça, au sein du patronat, et on a quelques idées. Quand on dit pour l'offshoring, on a nommé l'axe offshoring Smart Tunisien. D'ailleurs, il va, j'espère, passer cet après-midi. Tout le programme Tunisie Digital passera, j'espère bien, cet après-midi par un conseil ministériel élargi. Smart Tunisia, depuis le début, moi j'ai pris une position en disant il n'y aura pas de Smart Tunisia pour les gens et les visiteurs si en réalité on n'est pas smart depuis l'arrivée à l'aéroport. Sinon, on va parler de quelque chose qui est virtuel. On va parler d'offshoring. Et en réalité, nous, juste j'ouvre une parenthèse et je suis désolé de le dire, notre dépouillement des élections va se faire manuellement dans 3 jours. Et ça, on l'a su il y a 2 jours et on a rencontré le président hier. Donc il faudrait ramener les choses à leur réalité. Et c'est pour ça que depuis la Révolution, on n'a pas arrêté de dire qu'il faut partir de la réalité. Et aujourd'hui, je suis venu, encore une fois, apprendre. Pour ramener cette réalité, comment on peut accompagner les gens et répondre justement aux objections des différents directeurs informatiques qu'on rencontre, qui disaient hier, par exemple, le responsable du dépouillement, la mentalité tunisienne n'accepte pas le numérique. Voilà ce qu'on écoute des DSI, aussi bien aujourd'hui, puisque c'est les élections, on parle des élections, mais aussi de Tunisair, mais aussi de l'OACA qui s'est fait attaquer il y a 3 jours, il y a 1 semaine, et qui ne répond à aucune norme de sécurité en termes de numérique, mais aussi au centre informatique de la santé, mais aussi au tourisme, mais aussi à la STEG, à ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale pour nous. Donc le numérique, c'est un tout. Nous, on veut bien, et d'ailleurs on se bat pour ce Tunisie Digital 2018, qui en réalité ne répond qu'à un besoin imminent. Parce qu'on commence à parler de Tunisie Digital 2030. Et on veut des villes intelligentes. On veut vraiment que notre génération soit une vraie génération digitale. Et pas simplement répondre à un besoin de e-gov, parce que le pauvre, le citoyen aujourd'hui, même si on dit qu'on est les premiers en Afrique, mais moi je mets ça entre guillemets, je veux voir ces services pour le citoyen concrètement utilisés sur les mobiles et sur les différents outils. Voilà un peu la situation dans laquelle aujourd'hui on est, et je veux tout le temps parler de la réalité. Parce que sans la réalité, on est en train de suivre une technologie, de consommer, on va dire, la technologie comme si c'est un effet de mode. Moi, contrairement à ce que vous avez dit, Sifanour, j'ai bien apprécié l'arrivée de Facebook.
parce qu'on a plus de 4 500 000 d'utilisateurs Facebook, et en fait, le 2.0 est rentré dans la culture maintenant. Les gens ont commencé à utiliser cet outil pour comprendre ce que c'est un outil de travail collaboratif. Et ce que j'ai vu en ce moment à travers le monde, c'est qu'on a utilisé les mêmes interfaces de Facebook pour ramener le 2.0 au sein de l'entreprise. Donc, pour ne pas changer l'utilisation de Facebook qui est utilisée par plusieurs et la ramener au sein des entreprises dans un réseau, ce qu'on appelle un réseau social privé de l'entreprise où les données vont être dans l'entreprise. D'accord? Donc, ceci me ramène à dire quelque chose qui concerne le e-learning et qui est très important dans les entreprises. C'est que le e-learning ne peut pas être intégré dans une entreprise si on ne prend pas en considération la totalité de l'organisation de l'entreprise. Le management en réseau, la gestion de la connaissance, le système d'information. Donc il y a une vraie conduite vers le numérique qui va utiliser le e-learning comme soutien et support pour cette transformation. Chose, nous, on a plusieurs entreprises au sein du patronat qui travaillent un peu partout en Europe. J'en connais pas mal et je travaille personnellement sur un marché qui est le marché espagnol et portugais. Il n'y a pas une grande entreprise qui n'a pas sa plateforme de e-learning pour l'accompagnement. Parce que ça fait partie de la transformation vers le numérique. Il n'y a pas une. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un gap énorme. On regarde le e-learning pour former, certes, les étudiants, mais on a une réalité, d'abord nos entreprises. Comment les ramener, comment mettre en place du contenu pour les accompagner vers ce monde du numérique. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, Karim. Donc c'est clair que comptez beaucoup sur cet outil pour accompagner les entreprises dans leur transformation, dans leur progression vers plus de numérique. Donc je pense que ça c'est une préoccupation peut-être pendant ces journées, puisqu'il y aura des conférences, il y aura peut-être certaines réponses, ou même du public tout à l'heure. Je passe la parole à M. Dany Bouchard, donc, qui va nous parler, donc, je l'ai dit tout à l'heure, de comment gérer ces outils-là au sein de grandes entreprises. Merci. Et si vous pouvez être assez prête, comme ça les derniers en moins de temps. J'ai passé une dizaine d'années dans le e-learning. Mon nom est Dany Bouchard. Je suis maintenant dans la grande entreprise pour IBM. Et je travaille depuis les 5 dernières années à intégrer une multitude de services, dont le e-learning, dans la très grande entreprise. Et je suis venu plusieurs fois en Tunisie. Narges m'a informé cette semaine qu'il voulait que je fasse une intervention. Donc je me suis préparé, comment lui dire non, mais je vais suivre un peu le texte. J'ai un accent canadien, levez la main si vous ne comprenez pas, je vais rephraser, sinon il y a des gens dans la salle qui ont vécu au Canada, je leur demanderai. Dans le e-learning, il y a les contenus. C'est souvent à ça que vous êtes exposés comme apprenant. Il y a également tout ce qui est les systèmes de gestion de la formation, gestion de la compétence, et on a élargi beaucoup l'offre de services au niveau du e-learning. On appelle ça du Talent Management Suite, une gestion de suite des talents. Et c'est assez élargi. Il y en a plusieurs sortes. Certains sont propriétaires et des entreprises qui ont développé. Il y a également des open source. Les open source sont souvent utilisés dans le monde éducationnel, mais on les voit de plus en plus dans le monde de la grande entreprise, dans le monde de l'entreprise. Dans la très grande entreprise, et c'est là où souvent les fournisseurs de e-learning veulent s'implanter, c'est souvent la très grande entreprise qui établit les tendances, qui va définir les standards. Les besoins sont souvent très complexes. Les besoins, les processus sont nombreux. L'environnement des technologies de l'information est extrêmement diversifié. Et ça se veut normalement tout intégrer. On essaie d'intégrer toutes ces choses-là. Le système de développement des ressources humaines n'est qu'une petite composante des systèmes d'information en ressources humaines. Donc, le système e-learning
Le système de gestion de la formation est tout petit dans l'environnement RH. Le système RH est tout petit dans l'environnement corporatif aussi. On pense à des systèmes de logistique, on pense au système financier, on pense au système de gestion de la production, on pense au CRM, Customer Relationship Management System, donc tout ce qui touche les systèmes de vente. Donc, c'est une petite composante. Et cette petite composante-là, pour être efficace dans la grande entreprise, doit absolument être intégrée. Elle doit faire partie d'un écosystème corporatif que les grandes entreprises exigent absolument, sinon ça devient difficilement gérable. Ces systèmes-là sont coûteux à maintenir également. Les groupes de TI des très grandes entreprises sont souvent il y a beaucoup de monde et ça coûte cher. Plus on met des systèmes à part, donc on les implante sans les intégrer, plus ça coûte cher. Plus on les intègre, le nombre d'interfaces devient nombreux, mais moins ça coûte cher à la maintenance. Et souvent, les coûts de maintenance peuvent égaler les coûts d'implantation, les coûts d'achat, dans certains cas, les excéder aussi. Il y a des systèmes d'entreprise qu'on appelle des ERP en anglais, Enterprise Resource Planning System. En français, on appelle ça des logiciels d'entreprise, qui facilitent l'intégration de l'ensemble des systèmes. On peut répondre à des questions dans une entreprise comme « Que se passe-t-il si je décide de faire telle action? » Par exemple, si une entreprise reçoit une commande de marchandises, il est possible de savoir presque instantanément les conséquences de cette demande-là sur les capacités de production, sur les besoins d'approvisionnement, sur les délais, sur la profitabilité, mais également sur le personnel. Quel personnel sera sollicité pour produire ce matériel-là? Et dans certains cas, quelles compétences doivent être mises à profit? Et dans certains cas, si on va plus loin, la suite RH va identifier quelles compétences on devrait développer en fonction du plan stratégique de l'entreprise. Alors c'est là où je vous amène plus les gros ERP à lesquels les systèmes de e-learning doivent s'intégrer. Et quand je parle de la grande entreprise, je pense à 5000 employés et plus. C'est un gros marché. Un des systèmes très implantés dans le marché est SAP. Il y en a plusieurs autres. Il y a Oracle, il y a JD Edwards, il y a PeopleSoft. Il y en a d'autres, des beaucoup plus petits systèmes. Quand on s'implante implanter un système SAP, par exemple, peut durer plusieurs mois, quand ce n'est pas quelques années. Va coûter plusieurs millions de dollars, quand ce n'est pas quelques dizaines de millions de dollars. Ça nécessite des développements et ça a une durée de vie limitée. Donc, il y a toujours des mises à niveau qu'on doit faire. Ça coûte très cher à mettre en place. Tout système qu'on ajoute à la suite d'une entreprise doit s'intégrer dans les ERP comme SAP. SAP, par exemple, a acheté un système qui fait un peu ce que les fameux LMS, Learning Management System, font, qui s'appelle SuccessFactors. SuccessFactors est intégré dans la suite SAP que plusieurs grandes entreprises utilisent, mais ça ne veut pas dire que ça en fait un système le meilleur des systèmes. Ça fait le système intégré le moins cher à mettre en place pour une entreprise qui a un grand nombre d'employés. Dans certains cas, les petits systèmes spécifiques à la gestion de la compétence sont fonctionnellement beaucoup plus développés. Mais lorsque non intégré, c'est un enjeu important pour la grande entreprise. Donc, la façon de se battre contre ces gros logiciels-là dans le marché du e-learning, parce qu'on veut offrir le plus de fonctionnalités possible, c'est de s'intégrer absolument à ces grands systèmes-là. Certaines entreprises, parce que ça coûte cher à implanter, des SAP, vont se tourner vers le cloud computing. Au Canada, on appelle ça de l'informatique en nuage, parce qu'on essaie toujours de traduire. On essaie de ne pas utiliser l'anglais, mais donc c'est le cloud, l'informatique en nuage. IBM a investi des sommes colossales dans ce marché-là, qui est extrêmement porteur et qui aide les entreprises à aller plus vite, consommer uniquement ce qu'ils ont besoin et se concentrer sur leurs besoins stratégiques. La définition de cloud computing, selon le National Institute of Standards and Technology, définissent le cloud computing comme l'accès via un réseau de télécommunications
à la demande et en libre service à des ressources informatiques partagées configurables. En gros, c'est l'utilisation de l'Internet pour partager des ordinateurs entre plusieurs entreprises et consommer un service uniquement quand on en a besoin, puis consommer un logiciel aussi. C'est intéressant quand vous disiez qu'il y a 2 écoles qui font un test en utilisant le cloud computing. Il y a des réseaux d'universités, il y a des réseaux d'écoles qui consomment tous le même matériel. C'est sur un cloud. Software as a service, c'est un des mots qu'on reconnaît souvent dans le cloud. C'est la tendance du marché. Les grands systèmes, l'intégration grand système, pas d'intégration souvent, même si vous avez le meilleur système, vous n'aurez pas de succès dans les grandes entreprises parce que vous n'êtes pas intégrés. Les gestionnaires ont besoin de voir ce qui se passe, d'être capable d'évaluer, et ça, malheureusement, ça doit venir de systèmes intégrés. Et une tendance à basculer vers le cloud computing pour aller encore plus vite, se dissocier un peu ou couper les dépendances qu'on a avec les technologies d'information, et être plus agile, consommer plus rapidement les services. C'est mon intervention. Merci. Merci, M. Bouchard. Donc, l'importance de l'intégration et d'intégrer ce système dans tout le système d'information de l'entreprise était mis en relief. Donc, nous passons maintenant, vous avez des questions, des commentaires, mais essayez d'être assez rapide, qu'on puisse partager ces discussions parmi le plus grand nombre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre? Qu'est-ce qui voudrait prendre d'abord, offrir le feu? Pas encore réveillé, n'est-ce pas? On a toujours ces maires, mais on va limiter 2 minutes ces maires. Je sais, parce que tout ce que tu dis est très intéressant, mais si tu peux le compacter. Ces maires. Merci, juste pour rappeler que dans le plan Tunisie Digitale, et depuis maintenant 5 ans, on a présenté un projet d'une tablette électronique. Ensuite, dans le plus important, c'est le contenu, c'est pas la tablette. Et en fait, après 15 ans dans le domaine, il s'avère que l'administration a tout fait pour tuer le e-learning au niveau des entreprises privées. Je vous donne un exemple. Vous savez que, surtout pour tout ce qui est primaire et secondaire, au départ, donc, il y avait eu des appels d'offres pour mettre, depuis l'année 2000, pour mettre en e-learning, disons, le contenu. Ensuite, on a annulé ces appels d'offres et on a décidé de produire pas en local, ça veut dire en interne, ces contenus. Évidemment, lorsque ce n'est pas le rôle de l'administration de faire ça, donc ça a raté. Ensuite, il y a eu des appels d'offres infructueux pendant plus de 5 ans. Il y a un dernier appel d'offres qui est finalement sorti et qui va aussi être infructueux parce qu'on n'a pas choisi la bonne personne. Et donc, on se rend compte qu'on a des idées qui sont bonnes. On a une bonne orientation, mais rien n'est fait en pratique. On a, de notre part, donc, fait présenter le projet. Le contenu existe aujourd'hui. Bon, il a été développé finalement pour les handicapés, mais pas pour les gens normaux. Parce que si finalement on a fait le programme, parce que là c'était un appel d'offres simple, clair. Donc aujourd'hui, réellement, bon, je sens qu'il y a la volonté, mais en pratique, on ne sait pas comment faire, mettre ça en action. D'accord. Si vous voulez, si vous voulez parler, le micro. Et essayez de vous présenter, s'il vous plaît, comme ça. Le micro ici, s'il vous plaît. Essayez d'aller assez vite. C'est de faire votre intervention, je crois qu'il y a... On aura des réactions par rapport à toutes les interventions. On essaie de centrer aussi sur les sujets. Commençons, je me présente. Je ne suis pas connu dans le domaine de l'informatique. Je suis un ancien banquier, un docteur en économie, donc investisseur
dans le domaine touristique et paratouristique et immobilier. Je crois qu'il y a, pour répondre à M. le maire, ce n'est pas une volonté de la part de l'État de ne pas passer en matière d'application de EDRI ou au commerce ou application. C'est que les gens ne sentent pas le produit. Moi, je vous donne un exemple. En matière d'université virtuelle, moi, j'ai besoin d'un cuisinier. Comment puis-je lui donner un cours de cuisine par l'informatique? Il faut qu'il mette la main dans la pâte. C'est-à-dire, moi, je fais un appel éventuellement à des gens qui vont faire... J'essaie de donner une clientèle étrangère, je le présente volontaire. Mais parfois, il y a une nuance, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à saisir. Il faut, même au niveau de l'État, lorsque l'État fait une campagne de promotion touristique à l'étranger, elle dépense énormément d'argent pour pouvoir toucher le maximum. Pourquoi pas elle ne coupe pas une société informatique pour pouvoir faire cette promotion? Ça revient moins cher et ça peut toucher énormément de personnes. L'État participe à des manifestations, des fois, à des choses palpables que l'on touche. Voilà, le toucher, parce que le domaine des services d'informatique, c'est un service en fait. Et que l'économie, elle passe de l'agriculture à l'industrie au service. Nous, on a brûlé les étapes en Tunisie. On a passé tout d'un coup de l'agriculture, on n'a pas développé d'or, nous avons des proportions énormes de notre terre qui n'ont pas été exploitées, c'est notre sujet. Mais actuellement, on est en train de sauter, tout le monde envoie nos universitaires, nos enfants, se lancent directement dans le service. Or, le service, il faut qu'il transite par l'industrie. Or, nous n'avons pas une industrie en Tunisie, nous calquons les procédés d'invention en Europe, en Amérique, Mais partout. vous pouvez rester centré plus sur... Et voilà, moi j'aimerais bien savoir dans quelle mesure cette e-learning apporte quelque chose en matière de formation professionnelle, que ce soit dans différents domaines. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Seul par là. Micro, qu'est-ce qui... Je coupe. Reprendre des... Oui. Kamel Masmoudi, je viens du secteur privé. Je vais en avoir pour 1 minute et demie, si vous permettez. La formation du e-learning n'est pas nécessairement théorique. Il y a aussi un modèle qui s'appelle la formation mixte, où on permet aux apprenants, d'avoir un volet théorique et le pratique qui se fait en mixte. Donc, juste pour réagir à votre demande, aujourd'hui, l'ONTT est en train de lancer des modules de e-learning. Nous sommes malheureusement ou heureusement fournisseurs, d'accord, coupure de budget, etc. Mais en tout cas, nous sommes fournisseurs. L'ONTT aujourd'hui, justement, va lancer dans quelques mois ce genre de formation. Donc, si je peux me permettre, on n'est pas en train de sauter directement sur quelque chose. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille sur ça, depuis 1995, depuis 2005, etc. Maintenant, 2 petites questions, si vous me permettez, au panel. J'aimerais commencer par un remerciement et sincère salutation à Nargis de nous avoir donné de telles occasions, fort difficiles à préparer, et je sais que vous avez vécu, donc un grand merci. J'aimerais m'adresser à Madame Inès, justement pour donner un cas pratique d'où est-ce que, je dirais peut-être involontairement, on ne doute pas de la volonté, mais peut-être involontairement, où est-ce que l'administration bloque quelque part le e-learning, avec tout esprit constructif, etc. Je vais prendre un exemple concret. Le programme national de certification, qui figure justement dans Tunisie numérique et digitale, et même, je pense, peut-être dans Smart Tunis, ça m'a été ce programme-là, qui a pour ambition de former en quelques années 20 000 candidats, donc on voit que c'est avec ça qu'on va travailler sur la culture, sur l'usage, d'accord? On oblige les gens à faire de la formation et de la certification en présentiel. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, même IBM, notre ami peut nous le rappeler, mettent des cours et des contenus de formation à distance pour le TIC. Alors je ne vois pas pourquoi, après l'avoir signalé aux responsables, sans avoir les nommés, depuis le mois d'avril, pour attirer leur attention sur un dysfonctionnement au niveau du programme national de certification, qu'il faut et il est impératif d'inclure le e-learning dans le programme national de certification. Aujourd'hui, octobre 2014, on n'a encore rien fait. Il n'y a même pas un petit incitatif d'encouragement textuel
Le mot e-learning dans le projet Tunisie numérique ne figure qu'à 2 reprises, et ce n'est pas du e-learning, c'est de la formation à distance. Si vous me permettez, le tout dernier point. 1 minute et demie, j'ai doublé le Ok. temps. Les 5 minutes, Tunis au Sénégal, ma peine à monter sur l'autre. J'espère que vous avez Donc, si vous me marqué. permettez une toute petite question, j'aimerais m'adresser à Ginelli. Est-ce qu'aujourd'hui, si un investisseur s'adresse au ministère de l'Enseignement supérieur et voudrait démarrer une université virtuelle privée, tout comme vous donnez des masters, nous, on aimerait donner des masters, parce qu'on reçoit sur Facebook MBA à $10 000 en 10 mois. Et on aimerait faire la même chose ici en Tunisie pour qu'on forme des Tunisiens avec nos outils. Je pense que non. Et je l'ai essayé. J'ai déposé en 2010 une demande d'université virtuelle privée, ça a été rejeté. Donc c'est en quelque part, c'est par ça qu'on pense que l'administration, involontairement, et sans revenir sur le sujet, bloque le développement du e-learning. Merci. Merci beaucoup. Oui, madame. Une dernière question. Bonjour, je m'appelle Noël Veil, je suis enseignante et responsable du département de journalisme et communication à l'Université centrale. Je voulais poser la question à Monsieur Gilet concernant l'université virtuelle. C'est vrai que nous avons des formations, des licences et des masters, mais je voulais savoir surtout quel corps enseignant vous choisissez pour cette université, c'est-à-dire les critères selon lesquels vous choisissez les enseignants. Et est-ce que ces enseignants-là, est-ce qu'ils ont fait des formations dans ce sens avec, je ne sais pas, des organismes à l'étranger, des universités étrangères? Donc, parce que pour développer en fait le contenu, il faut que les enseignants soient bien choisis. Après, le contenu de la formation soit en fait développé selon le développement qu'on est en train de vivre à l'étranger. Merci. Merci. Bon, toute dernière, parce que maintenant, il n'y a plus de temps, on doit terminer, puisqu'il y a tout un programme. Vous voulez vous présenter? Oui, donc Jed Saïd, responsable formation et e-learning dans une entreprise privée. Donc, question à Madame Inès. Donc, vous avez dit que programme jusqu'en 2018, c'est ça? Voilà. Donc, Tunisie Digital 2018. Tunisie Digital, donc c'est en 4 ans, enfin, on sait que c'est une éternité dans le domaine, surtout à la vitesse où on va, 4 ans, c'est énorme. Quelles sont les mesures prises justement aujourd'hui pour être plus dans la proactivité? Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour nos enfants dans l'éducation, vous avez dit que vous alliez lancer un pilote à Tunis et à Rouen. Voilà. Donc, quelles sont les mesures pour être proactif, justement pour ne pas être à chaque fois, avoir 2 ou 3 ans de retard sur ce qui fait au niveau mondial? Et deux, par rapport à l'ancrage de la culture. Aujourd'hui, on a énormément de mal parce que nous avons une solution e-learning dans l'entreprise, mais la difficulté, c'est dans la culture e-learning parce que les gens que nous sommes en train de recruter ont beaucoup de mal. Le degré d'assimilation en formation présentielle est beaucoup mieux qu'en e-learning. Donc, notre difficulté, c'est par rapport à la culture e-learning. Très bien, merci beaucoup. Donc, personnellement aussi contribué à poser une petite question. En fait, en enchaînant, c'est-à-dire l'évaluation, les retours d'expérience, je parlais de l'UVT, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Quel est le retour d'expérience par rapport aux classes, par exemple? Est-ce que c'est des classes en présentiel ou à distance? Est-ce qu'il y a un petit retour d'expérience aussi par rapport à M. Bouchard au niveau de l'IBM, entreprise e-learning? Comment est-ce qu'il prend dans l'entreprise? Quelles sont les mesures peut-être qu'il faut prendre pour que réellement ça puisse s'intégrer et être efficace? Bien, je passe la parole maintenant à nos panélistes qui réagissent à vos remarques, à vos questions et aussi peuvent aussi proposer des recommandations. D'accord, quand on me dit d'être brève, je tiens d'abord à vous remercier pour ces questions qui montrent vraiment l'intérêt que vous portez à cette problématique qui est fondamentale, je pense, le e-learning et plus généralement l'éthique et la formation. Je vais peut-être commencer par la dernière intervention pour répondre tout de suite en disant qu'effectivement la culture est importante. C'est la raison pour laquelle le plan Tunisie Digital, le plan stratégique national, essaie vraiment d'inculquer et de développer cette culture à travers des services comme la e-santé, comme la e-culture, comme la e-éducation.
Mais je vous rejoins totalement dans votre réflexion qui finalement rejoint ce qu'a dit Sikarim tout à l'heure. Ce sont des problématiques de résistance au changement. C'est pas évident. Ça viendra, je peux pas vous dire en clin d'œil, tout va, ou en claquant des doigts, tout va être pour le mieux tout de suite. Mais en tout cas, c'est vraiment en mettant tout de suite des mesures pour développer la e-santé, la e-administration, la e-éducation. Et vraiment, l'éducation me semble un point fondamental. Aujourd'hui, en France, on parle d'intégrer des cours d'algorithmique dans le primaire. Donc, aujourd'hui, on parle de serious game. Comment le serious game, moi je pense à l'échec scolaire et je me dis les serious games, ça peut être vraiment un moyen de motiver les étudiants à l'échec scolaire. Donc là, on est sur des pistes vraiment intéressantes que l'on pourrait intégrer. Donc la problématique de culture, je vous rejoins et je vous réponds en disant les mesures d'accompagnement et d'incitation. Voilà, et d'incitation. Donc, alors, tout à l'heure vous avez dit, alors je pose la question, c'est-à-dire du côté public. Mais il y a aussi le problème du côté même du secteur privé. Alors quand vous allez dans les entreprises, petites ou grandes ou moyennes, et vous voulez par exemple parler, si vous parlez de Serious Games, alors pour changer la mentalité, vous allez trouver aussi la résistance à partir des décideurs des entreprises privées aussi. C'est qu'ils ne veulent pas changer de mentalité. Exactement. C'est-à-dire quand vous dites maintenant le e-learning, ce n'est plus du PDF, ce n'est plus du PowerPoint, c'est du Serious Games, c'est du Rapid Learning, c'est du M-Learning, c'est le Mobile Learning. Et quand vous parlez de ça, on dirait Rapid chez moi. Et voilà, exact. Non, ça c'est la connectivité. Pardon monsieur, alors quand on parle, je ne dis pas directement le e-learning, je lui explique. Je lui dis c'est quoi, quand vous allez faire une présentation, vous n'allez pas entrer dans le vif du sujet, vous allez lui expliquer avant c'est quoi cette formation, de quoi elle s'agit. Et par la suite, c'est que le problème, on ne veut pas accepter, c'est ça. Alors, et tant qu'on n'accepte pas le changement, on ne peut pas changer, monsieur. Alors, c'est que le problème, si nous, on a voulu changer, et on a fait une révolution pour changer de vie, on peut aussi changer de mode d'apprentissage. Il faut suivre ce qu'il y a dans le monde. Si on ne le suit pas, on restera toujours derrière. Merci. Oui, donc il y a peut-être un manque de pédagogie dans la vente de ces nouveaux outils. Je pense que là, c'est un effort. Le message est clair. Je pense que Mariam Nage ne peut pas être sourd par rapport à ce message. Peut-être que la façon de présenter ces produits, il faut encore plus vulgariser, que ce soit plus acceptable. Terminé. 30 secondes, je suis désolée, je ne peux pas ne pas rebondir. La marketeuse que je suis va vous dire peut-être que la meilleure approche c'est de voir les besoins, de motiver les gens par les besoins. C'est quand ils vont sentir qu'il y a des bénéfices. Et les bénéfices par rapport au e-learning, peut-être qu'à ce moment-là, cette approche-là pourrait être mieux acceptée. On a exactement le même souci à l'université de Cergy. On a une problématique de résistance des enseignants, même pas des étudiants. Les enseignants aujourd'hui ne veulent pas s'y mettre parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler des années avec une méthode classique, donc c'est pas toujours évident. 30 secondes, donc voilà, je ferme la parenthèse. Je souhaiterais revenir sur la mise en place de la formation en e-learning pour la certification. Donc monsieur, je note le point. Et je verrai le blocage se situe à quel moment, à quel niveau exactement. Je souhaiterais finir par dire que Tunisie Digital, comme l'a rappelé Sikarim, a commencé depuis des années. Et cette année, on a finalisé le plan d'action. Il y a une vraie volonté politique. Pas uniquement, parce que j'entends certains dire oui, il y a une volonté politique, mais l'action, elle n'est pas là. Non, il y a une vraie volonté stratégique et une volonté pour mettre en place le plan d'action. Et leur plan d'action, en ce moment, il est en train d'être mis en œuvre. Je prends pour témoin Tigéline qui est à côté de moi, qui est porteur de projet sur un projet qui est le projet des MOOC, où là aussi, c'est un projet qui est intégré dans Tunisie Digital, où là, on est en train d'avancer à pied ferme là-dessus. Il n'y a pas que ce projet-là, il y a le projet sur la e-santé, enfin, M. Kérim, et vous le savez, en tout cas, il y a vraiment une vraie volonté politique pour mettre ce plan d'action le plus rapidement possible. Voilà.
voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Inch'Allah. Merci. Bon, alors on suit avec Gilani. شكرا نبتسي كمال مسعودي مرحبا بك. je ne représente pas le ministère. Et donc, comme représentant de l'université virtuelle, université étatique publique, marhaba d'une université virtuelle privée. Ça ne peut que renforcer ce domaine et développer donc tout ce qui est formation à distance et tout ce qui est numérique à l'échelle nationale. Il nous manque les compétences, les moyens, et nous sommes très loin des indicateurs qui existent dans le monde. Le gap est très, très, très important. Donc, جامعة باثنين وثلاثة وأربعة virtuels وإنشاء. Et donc, pour dire que c'est vrai que l'université virtuelle a été créée depuis 2002, mais cette université maintenant tourne avec uniquement 2 textes, ZOS, FAQAT. Et elle a le statut d'une université classique présentielle. Donc vous voyez dans quelles conditions on travaille. On a demandé un nouveau statut, donc un nouveau transformation EPST et ainsi de suite pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Donc pour dire qu'à un certain moment, il y a la volonté politique qui existe, mais il n'y a pas une stratégie nationale, ce qui nous manque. Et donc là, il faut faire une stratégie nationale sur l'enseignement à distance et le numérique. Parce que nous avons une université virtuelle. Parce que notre diplôme est crédible. Ce qui n'est pas le cas pour les autres universités électroniques ou les universités à distance. Open University, une université électronique, Open University, nous sommes une université virtuelle. Et donc, nous avons délivré أكثر من 2500 diplômes sont crédibles à l'échelle nationale et internationale, mais nous sommes en train de suivre exactement les mêmes conditions et les mêmes critères pour l'enseignement à distance, concernant tout ce qui est accréditation et habilitation de notre formation. Vous voyez que lorsque je présente un dossier pour une formation à distance, je dois passer devant la commission nationale qui examine les mêmes dossiers présentiels. Et parfois, on trouve des gens, des professeurs, qui existent dans cette commission-là et ils ne savent pas qu'il s'agit d'une formation à distance et parfois le dossier est refusé parce que vous n'avez pas des travaux pratiques ou vous n'avez pas des laboratoires ou parce que vous n'avez pas des enseignants permanents. Je n'ai pas des enseignants permanents. Je travaille avec toutes les compétences nationales, aucun enseignant permanent. Et donc, on fait appel à la candidature, on forme, parmi nos tâches, on forme les formateurs à l'échelle nationale. Ce que nous avons formé depuis 10 ans, maintenant, sont des experts internationaux dans ce domaine-là. Et donc, il existe, comme je dis, ils travaillent avec nous. Donc, un certain nombre de cycles de formation, les موجودين à l'échelle internationale, les mêmes cycles. Donc, comment finaliser un cours, comment accéder à la plateforme, tout ce qui est pédagogie numérique, tout ça. Donc, il y a 4 ou 5 sessions de formation. Inch'Allah, bientôt, à partir de janvier, les sessions de formation à travers les SPOOK. Moi, je dis MOOC, mais à travers les SPOOK. Un groupe de 20 ou de 30 personnes à la Ligue vont suivre cette formation de 28 jours. Où il y a une attestation pour quoi il a suivi cette formation-là. Pour l'attestation, Inch'Allah, il y a un certificat ou un diplôme. Donc, je n'ai pas des enseignants permanents, mais on fait appel à toutes les compétences nationales. Nous avons un réseau maintenant qui existe à l'échelle nationale dans toutes les spécialités, comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'entrepreneuriat, dans le domaine des TSE, et ainsi de suite. Et marhaba, ceux qui veulent suivre cette formation, c'est une formation ouverte à tous les enseignants tunisiens. Retour d'expérience, si Farouk, عملنا برشا حوايج باهية mais مازال برشا pour être dans les standards internationaux. Et c'est pour cela tout à l'heure j'ai insisté sur tout ce qui est qualité. Donc, Inch'Allah, comme un projet, les 3 ans à venir, nous sommes en train de faire une évaluation interne, une évaluation externe, où nous allons déposer une demande d'accréditation auprès d'une agence internationale dans ce domaine-là. L'UVT est accrédité dans une formation donnée, mais encore le travail à faire ensemble. Tout le monde l'a dit que Merci, Gilène. Oui, moi
du secteur privé se pose. Et concrètement, le secteur privé doit aussi, alors quand on a besoin de créer de l'emploi, quand on a un stock de 30 000 ingénieurs qui sont au chômage, on fait appel au secteur privé. Donc, si que même, moi je vous encourage à vous battre pour une université privée, parce que la moindre des choses, elle va donner aussi un autre modèle au niveau, oui, des normes internationaux. Mais je voudrais quand même revenir aussi sur la remarque de Simer qui est partie, et que j'entends quelque chose qui revient très souvent, l'administration. Et c'est pour ça qu'on a dit à tous les gouvernements, et même à Sitafir quand il est venu, c'est que la barrière réelle, c'est comment conduire le changement pour qu'il y ait une vraie réforme administrative où le digital est un accompagnateur de cette transformation. C'est pour ça que Tunisie Digitale est importante. Et moi, je vais encore une fois rejoindre Inès, puisque oui, il y a les mots, il y a une évolution. Et d'ailleurs, si quand même, vous avez parlé d'une évolution de Tunisie Digitale sans vous en apercevoir. Vous avez dit, l'ONTT est en train de lancer. Vous savez que notre premier projet en tant que patronat, comme force de proposition au gouvernement, c'est le e-tourisme. Et le e-tourisme a suivi son chemin pour justement aujourd'hui faire naître une vraie plateforme digitale, et on a dit que ça ne peut pas se faire si on n'accompagne pas et les agences et les endroits culturels par une vraie plateforme de e-learning. Donc déjà, c'est un premier exemple, et j'espère qu'il sera suivi par la santé et le e-gov, parce que la vraie bataille, ça va être la bataille qui va s'orienter vers la transformation de l'administration pour le citoyen. Donc voilà, merci. Merci. Monsieur Bouchard. Merci. Le changement dans la grande entreprise est souvent justifié avec un business case ou un dossier qui fait en sorte que ça devient profitable. Et pour retour à ce que Khaled disait, il est vrai que dans la grande entreprise, plusieurs types de formations sont offertes maintenant, exclusivement sur le e-learning. Je pense à, par exemple, le IBM, plusieurs centaines de milliers d'employés partout à travers le monde, un standard, des certifications qu'on doit rencontrer. Plusieurs des formations sont par de l'intégrité, la gestion de l'information, la technologie de l'information, tout ce qui est informatique. Ce n'est disponible maintenant qu'exclusivement en ligne. C'est certain que si on laisse à un employé le choix entre un cours en salle, ce à quoi il est habitué, et un cours en ligne, ce à quoi, comme entreprise, nous savons que la performance est aussi bonne que de livrer ce même contenu-là en salle, l'employé va choisir de le prendre en salle parce qu'il est habitué de le prendre en salle. Et il aura toutes les ressources disponibles pour lui poser ses questions. Mais la même chose peut être faite en ligne, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie, et c'est profitable, c'est extrêmement profitable de le faire de cette façon-là pour l'entreprise. Au niveau de la proactivité, je pense que les défis ne viennent pas de la technologie elle-même, tout est là. Il y a le e-learning, la formation mixte, il y a tout ce qui est médias sociaux, vous avez accès à une foule de contenus sur l'Internet. C'est beaucoup plus au niveau du changement lui-même, c'est de l'individu et c'est de la façon dont on le voit et qu'on reconnaît les compétences qu'on acquiert sur le digital. Parce que la certification en ligne devient importante. Merci, M. Bouchard. Nous arrivons donc à la fin de ce panel. Je voudrais juste attirer l'attention que nous sommes dans une phase de lancement de ce plan stratégique et on voit que l'e-learning peut être un instrument très important pour l'accompagner, pour assurer éventuellement sa réussite. Et je pense que les deux décisions qui arrivent après celle-ci vont essayer d'expliciter, que ce soit dans le domaine de l'université, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, quels sont ces outils, notamment les MOOC ou autres, comment ils peuvent être mis en œuvre, quel type d'apprentissage. Je pense que cela va compléter. Nous avons ici montré l'importance de cette approche. À nous maintenant de voir dans les deux autres sessions, qui vont se faire en principe en parallèle, n'est-ce pas, Nargis? Donc la session sur le business et entreprise, et notre session sur les éducateurs.
l'enseignement. Donc voilà, ça reflète bien le schéma. Donc ils vont être dans 2 salles après la pause café. Donc je tiens en votre nom à remercier le panel et à vous remercier pour votre contribution. Merci beaucoup.